Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'espace, de l'astronomie qui ne cesse de fasciner. Et après avoir discuté de ce sujet ensemble, on ira à la rencontre de Jean-François Clairvoy, qui est ingénieur et astronaute rattaché à l'Agence spatiale européenne et qui a passé 675 heures dans l'espace pour 3 missions avec la NASA. Alors, quelle représentation se fait-on de ce métier et de la recherche dans l'espace et que vit et voit vraiment un astronaute? Allons en discuter. Qu'est-ce que vous évoque le métier d'astronaute? Oh un rêve, du rêve, clairement. Le rêve, oui, c'est quand même fabuleux de pouvoir s'éloigner de la Terre et la regarder de loin, ça doit être fantastique. Mais moi, c'est plutôt l'aspect distance de la Terre et aventure que découverte scientifique, je dirais. J'ai l'image de l'univers là, qui m'apparaît dans la tête avec planète Terre et le système solaire, mais ça doit être assez restreint finalement. Ça m'évoque un truc très éloigné de moi. Je préfère regarder le ciel et les étoiles d'en bas. C'est un métier extrêmement exigeant, puisqu'il faut avoir une forme athlétique, l'intelligence de situation, une bonne notion aussi des techniques, de la science, avoir confiance énormément en soi. Moi, c'est ça que ça m'évoque, une grande exigence, un grand professionnalisme et de grandes capacités. Ça m'évoque potentiellement découverte de l'univers, découverte scientifique. L'aventure, l'évasion, l'inconnu, la peur. Ça m'évoque de la difficulté. Je pense que ça m'évoque aussi, un amour pour l'inconnu, comme de la curiosité. Le courage, la folie, l'opiniâtreté. Des films de science-fiction, peut-être un futur, peut-être une solution pour l'humanité. J'aime beaucoup le rapport à la distance aussi, d'être loin, de voir un peu la Terre de loin. J'aimerais beaucoup être à leur place. Et qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel de la recherche dans l'espace? Je pense que déjà, en tant que citoyen, on n'a pas vraiment d'informations, sauf si on creuse. Nous, sur le sujet, c'est pas quelque chose dont on va forcément parler, sauf quand c'est vraiment des grosses avancées, comme par exemple la SpaceX, les voyages dans l'espace pour les particuliers. Après, je me doute que la conquête spatiale, c'est un sujet qui doit beaucoup importer les pays, peut-être notamment tout ce qui est extraterrestre, les planètes qui peuvent accueillir l'être humain dans quelques années si on prend pas soin de la planète actuelle. Moi, je pense que c'est un vrai enjeu, que c'est une recherche sûrement très active, qui n'est pas connue vraiment du grand public. On n'entend parler que de la planète Mars. On entend des innovations chaque année. Je ne peux pas empêcher de penser qu'on pourrait mettre ses moyens à améliorer la vie sur cette planète-ci. Et moi, je suis persuadé qu'on ira ailleurs, quoi. Parce que quand on voit quand même l'évolution de la connaissance aujourd'hui, j'imagine que si on est encore là dans 1000 ans, on aura fait de tels progrès que je ne vois pas pourquoi on ne trouverait pas une autre Terre dans l'infini de l'univers qui soit vivable et qu'on ne trouve pas non plus les moyens d'y aller un jour. Donc moi je dis toujours, on fera un jour sans doute partie de la préhistoire de l'humanité en étant terrien. Voilà. Déjà, merci beaucoup. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir réaliser cette 3e interview avec vous. Alors bien sûr, je ne vais pas vous demander de vous présenter. On va directement aller dans le vif du sujet. Oui. Alors, comment est née cette ambition de devenir astronaute et comment devient-on astronaute? Alors, en fait, astronaute, avec du recul, a posteriori, c'est deux choses. C'est le fait... C'est le type de travail, c'est un travail d'opérateur de machines complexes, en environnement hostile extrême. Ce n'est que ça. Notre boulot, c'est de faire fonctionner des machines. Et l'autre particularité, c'est que ça se passe dans l'espace. Et je réalise que quand j'étais gamin, comme beaucoup d'autres, je disais que j'aimerais aller dans l'espace, je rêve d'aller dans l'espace. Peut-être que j'ai dit, je ne me souviens pas d'être astronaute, mais derrière, c'était l'idée d'aller dans l'espace. Je ne pensais pas au métier, l'exercice du métier. Donc, autant enfant, je rêvais vraiment au sens propre et figuré d'aller dans l'espace un jour, et je pensais que ça arriverait pour les vacances, pour m'amuser, pour voir la Terre, pour flotter en apesanteur, parce que c'est très ludique. Mais
je réalise avec du recul que ça n'était pas d'exercer le métier d'astronaute en soi, qui est un métier d'opérateur. Cela dit, j'ai développé dans mon adolescence et plus tard le goût pour la manipulation. Par exemple, adolescent, j'adorais ce qu'on appelait à l'époque l'aéromodélisme. On n'en parle plus trop maintenant, on parle de piloter des drones, c'est très facile. Donc l'aéromodélisme, ou le pilotage de drones, consiste en agissant sur un boîtier que je tiens dans mes mains, à commander le fonctionnement d'une machine qui est à distance. Et je pense que inconsciemment, c'est une forme de téléportation qui me fascinait dans Star Trek là, Starfleet. Et donc vous pouvez, en étant ici, dans un salon, piloter en voyant ce que vous verriez si vous étiez assis à cheval sur le drone qui est à 1 ou 2 km. Et donc, en fait, c'est une forme de téléportation de vos yeux ou de vos oreilles. Et à côté de ça, je me rends compte que j'étais toujours très fanat de sport de raquette. Badminton, squash, tennis. Toujours. Et je pense que les sports de raquette sont une forme de sport où vous télécommandez l'adversaire. Parce que quand vous envoyez la balle à gauche, il est obligé de courir à gauche. Et lorsque j'ai fait des études supérieures, alors j'ai candidaté pour l'école polytechnique parce que j'étais dans un environnement qui le permettait. J'ai eu la chance d'intégrer l'école polytechnique. Et quand on fait polytechnique, on reporte encore de 2 ans plus tard le moment où il faut choisir un vrai métier et de vraies études concrètes, à moins qu'on veuille faire de la recherche. Et j'ai choisi à ce moment-là de faire une école d'application qui s'appelle Supaéro à Toulouse. À Supaéro, j'ai fait des études sur les systèmes de pilotage automatique d'avions et de satellites. Moi, ce qui m'intéressait dans les trucs qui volent, c'est en fait le cerveau artificiel embarqué qui permet aux engins volants de naviguer de façon autonome. Et dans un avion, ce qui me fascinait, c'est le fait de voler, c'est sûr, mais c'est le pilote automatique qui permet à l'avion de voler tout seul sans qu'on ait à toucher à rien. Et à la sortie de Supaéro, je suis rentré au CNES, l'Agence spatiale française, où j'ai pu choisir le poste parmi ceux qui m'étaient proposés, et j'ai choisi exprès un poste spécialisé dans le contrôle d'attitude et d'orbite de satellites. En fait, je voulais être télécommandeur de sondes interplanétaires, c'est-à-dire à une échelle encore plus grande et plus professionnelle, ce qui me passionnait dans mon adolescence, qui est l'aéromodélisme. Il y a tout un parcours là qui est le goût pour l'extrapolation, l'extension de mon corps en tant qu'être physique, pensant, sensoriel. Je vois et j'entends, mais à distance, une machine, on sait lui mettre un micro, des caméras. Et quelque part, je pense que mon goût pour le sport de raquette, c'était un peu ça aussi. Et j'étais pilote privé. J'avais tous mes brevets de parachutisme, donc quelque part j'avais en moi le goût de l'aventure depuis très jeune. Probablement que j'ai entretenu ce goût de l'aventure avec un frère jumeau qui avait les mêmes passions. Un père militaire, pilote de chasse, qui nous parlait parfois de ses vols au milieu des aurores polaires. Donc il y avait un environnement familial, un environnement culturel par la toute première série se passant entièrement dans l'espace, Star Trek, et puis un goût personnel de l'aventure, de tester des trucs nouvelles, de tenter. Je n'étais pas claustrophobe, je n'étais pas excessivement prudent à ne rien vouloir tenter. J'ai fait des trucs parfois un peu tangents d'ailleurs, avec du recul. Je me dis, j'ai de la chance de jamais... Alors j'étais quand même raisonnable. Comment est venu le moment où j'ai répondu à un appel de candidat astronaute? C'est tout ce parcours. Et tout le monde me disait, mais c'est pour toi, évidemment, regarde, t'es pilote, parachutiste, t'es spécialisé en ingénierie astronautique, t'es passionné par les vaisseaux spatiaux, donc il faut que tu candidates. Donc j'avais 25 ans, j'avais même pas 1 an de vie active, quand le CNES, l'Agence spatiale française, CNES c'est CNES, Centre national d'études spatiales, a lancé un appel à candidature pour former son 2e groupe d'astronautes professionnels. J'ai candidaté, les épreuves se sont déroulées sur une dizaine de mois. À l'époque, il y avait environ 1 millier de candidatures. Et puis, ça termine par les tests qui mettent en œuvre du matériel
très très lourd, très coûteux, donc quand on n'est plus qu'une trentaine de candidats finalistes. Donc quand je dis ces tests-là, c'est la centrifugeuse, c'est un par un et c'est des moyens lourds. C'est la chambre d'aptitude, on nous met dans une pièce dans laquelle on enlève l'air progressivement, jusqu'à presque qu'on tombe dans les pommes. C'est la table basculante, on le met sur une table avec une selle de vélo entre les jambes et d'un seul coup, au bout d'une demi-heure, on nous met d'un seul coup à la verticale. Et on regarde comment le système cardiovasculaire arrive à vite rattraper la tendance qu'a le sang de descendre dans le bas du corps pour réirriguer le cerveau. Donc c'est pour voir la réponse dite cardiovasculaire. Des tests vestibulaires, le test de l'oreille interne, le fameux test de vomissement, comme on l'appelle. On nous met sur un tabouret tournant à 30 tours minute. Donc on fait un tour complet en 2 secondes, 1, 2, pendant 15 minutes. Et toutes les 5 secondes, il faut basculer la tête d'avant en arrière ou de gauche à droite, pendant que ça tourne. Alors, tous ces tests, c'est des moyens assez lourds. Donc on a dû être une trentaine de candidats à les passer. Des tests de QI, donc des tests de mémorisation, de logique, savoir raisonner. Il faut quand même avoir un esprit rationnel et technique. Des tests psychologiques pour bien connaître votre personnalité et détecter une tendance à rester calme en situation de stress, à être performant dans le travail en équipe. Voilà le genre de test. Et puis à la fin, ils m'ont pris, voilà, et j'étais parfaitement fait pour le job, puisque tout s'est très bien passé. Et quelles ont été vos différentes missions dans l'espace ? Les missions en navette sont des missions très courtes, parce qu'elle n'a pas de panneau solaire. Donc elle amène toute son énergie électrique avec elle sous forme d'oxygène et d'hydrogène dans des réservoirs. On les combine dans ce qu'on appelle des piles à combustible, dont on parle un peu maintenant avec les énergies renouvelables ou propres, etc. Et ça fabrique de l'électricité et de l'eau potable. D'accord. Quand on associe 2 atomes d'hydrogène avec un atome d'oxygène, ça forme la molécule H2O plus un électron, de l'électricité. C'est comme ça qu'on a l'électricité. Et donc c'est des missions courtes, mais 3 vols spatiaux durent une dizaine de jours chacun. Et ils sont très différents dans le contenu et dans les caractéristiques orbitales. Je vais expliquer. Alors ce sont des missions très intenses qui sont, contrairement par exemple aux missions actuelles dans l'espace, qui sont des missions à bord de la Station spatiale internationale, qui est aménagée comme un véritable laboratoire de recherche. Alors mon premier vol, c'était une mission dédiée à l'étude de l'atmosphère. Imaginez une Terre comme ça. Eh bien, l'atmosphère, à cette échelle, elle fait quelques dixièmes de millimètre. Une feuille de papier, l'atmosphère. C'est une couche de gaz très fine. Et nous, on est quelques millimètres plus haut. Voilà. Donc, tous les instruments qu'on avait à bord servaient à mesurer la concentration de plus de 200 produits chimiques différents dans l'atmosphère, en fonction de l'altitude, de la longitude, de la latitude. Voilà, caractériser la composition de l'atmosphère par zone géographique et par tranche d'altitude. Il y avait évidemment les gaz à effet de serre, le méthane, la vapeur d'eau, le gaz carbonique et bien sûr l'ozone, à l'époque, le fameux trou d'ozone qu'on étudiait. Mon deuxième vol, on part sur une inclinaison un peu moins forte, donc on monte un peu plus haut, à 400 km. C'était une mission logistique de ravitaillement de la station spatiale russe Mir. Mir qui veut dire en russe monde et paix. C'est pas qu'en russe, les deux veulent dire la même chose. Paix et monde, c'est 2 choses différentes. Mais le mot Mir est utilisé pour ces 2 concepts différents. C'est un très joli nom pour une station spatiale. Donc cette mission a consisté simplement à monter 4 tonnes de matériel, à échanger à bord, donc des pièces de rechange, des vêtements, de la nourriture, pour l'équipage qui est dans la station. Et on a échangé un membre d'équipage. Et mon 3e vol spatial, c'est un vol en navette spatiale, mais pas la même que les 2 premières. Les 2 premières, c'était Atlantis. Il y a plusieurs orbiteurs spatiaux qu'on appelle communément navettes, mais qui n'est pas le terme vraiment approprié. Mais je vais utiliser le terme navette spatiale, c'est plus classique. Parce que le mot navette, en fait, spatiale, c'est tout l'ensemble qui décolle. D'accord. Et la partie qui ressemble à un avion, ça s'appelle rigoureusement l'orbiteur. C'est la seule partie qui reste en orbite. Mais je vais dire navette spatiale. Donc les 2 premières s'appelaient Atlantis. Et mon 3e vol, c'était à bord de Discovery. Et notre mission consistait exclusivement à se consacrer à réparer le télescope spatial Hubble, qui était en mode survie, totalement inopérant.
Moi, je vais quand même vous poser la question qu'on a dû vous poser 100 fois, mais en même temps, on a tous envie de connaître la réponse. Qu'est-ce que ça fait d'être dans l'espace? Comment c'est? Et quelles sensations et réflexions on a face à cela? Bon, alors, en 2 heures, 3 heures Non, pour faire simple, les 4 sensations fondamentales extraterrestres d'un vol spatial, dans l'ordre chronologique. C'est d'abord le gros coup de pied aux fesses, je dirais plutôt dans le dos, lors du décollage. Lors de toute mission spatiale, les astronautes sont assis dans un siège qui fait face au ciel. C'est-à-dire que nous sommes comme ça. D'accord. Parce que la poussée, dans ce sens, tout être humain les supporte très bien. Le cerveau reste irrigué, alors que si on était dans ce sens, le cerveau se viderait du sang. Donc on est pressé sur notre dos très fortement. On sent qu'il y a quelque chose qui nous pousse, je dirais pas violemment, mais avec force et puissance vers l'avant, qui pour nous, l'avant est le zénith, puisqu'on est face au ciel. Au bout de 2 minutes, on est à 5 fois la vitesse du son, verticalement. On est au-dessus de l'atmosphère. Et le ciel est noir d'encre. Si un jour vous voyez le ciel noir, mais que la Terre est éclairée autour de vous, c'est-à-dire dans le champ de vue, il y a le soleil, c'est que vous êtes dans l'espace, au-dessus de l'atmosphère. C'est très rapide. Mon premier décollage était à midi, soleil au zénith. Au bout de 2 minutes, le ciel noir. 3e sensation, quand on coupe les moteurs, 8 minutes et demie après le décollage, on atteint la vitesse de 28 000 km/h, c'est-à-dire 25 fois la vitesse du son. Ou encore, pour les chasseurs, mais je pense qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup de chasseurs, c'est 20 fois plus rapide qu'une balle de fusil de chasse. D'accord. Ou alors, pour le dire par seconde, c'est 8 km en 1 seconde. Quand on a cette vitesse, le lanceur nous lâche, on est lâché en orbite, tout moteur éteint, et on tombe attiré par la Terre, mais sans jamais la rencontrer. Parce que cette vitesse horizontale est telle que la trajectoire naturelle de chute libre suit la courbure de la Terre. À ce moment-là, quand on éteint les moteurs, on est en impesanteur ou apesanteur, ça veut dire la même chose, perte de sensation de poids, d'attirance vers une surface, le plancher plutôt qu'une autre, pour toujours, jusqu'à ce qu'on revienne. Donc on flotte. On se détache et on flotte au-dessus du siège. Pour toute la mission. Et ça, c'est une sensation qu'il est très difficile de décrire. Alors, une façon d'imaginer, quand vous êtes assis ou debout, vous sentez par la pression sous vos fesses ou sous la plante des pieds, vous sentez que vous pesez quelque chose. Si je vous mets un gros sac à dos de 30 kg dans le dos, cette pression va être plus forte et vous sentez que vous pesez encore plus fort. Eh bien, imaginez que cette sensation, comme si vous aviez un robinet là, vous l'ouvrez, elle s'en va. Vous ne pressez plus sur rien. Votre corps ne pèse plus. Vous ne sentez plus que vous pesez quelque chose. À tel point que vous pouvez même en arriver à ne oublier que vous avez un corps physique. Sauf s'il y a quelque chose qui vous gratte quelque part. Donc parfois on flotte, on a l'impression d'être une conscience flottante, qui voit, qui entend, puis on baisse les yeux. Ah bah tiens, j'ai des jambes, j'avais oublié. Et donc ça, c'est une sensation qui est plutôt une absence de sensation. On perd la sensation de poids et visuellement, c'est très ludique, c'est très fun parce qu'on vole, on flotte. C'est même pas voler, parce que voler, il faut s'appuyer sur l'air. C'est même pas nager, sur nager, il faut s'appuyer sur l'eau. On flotte librement, sans aucun effort. Et tout flotte. Les objets flottent. Donc tous les astronautes ont tous perdu beaucoup d'objets dès les premières heures en orbite de leur premier vol, parce qu'ils ne se soucient pas du fait que tous les objets flottent facilement. Donc après, on fait attention à les... Et enfin, la 4e sensation, c'est la vue de la Terre. Quand vous approchez du hublot, c'est un vrai waouh! Et on se pince entre collègues. On se dit, on est vraiment là? C'est dingue. Parce que le champ de vue porte très très loin, à 2500 km à la ronde environ. Le contenu change très vite, parce qu'à 28 000 km/h, on fait le tour complet de la Terre en 1h30. Il y a 16 fois 1h30 dans 24 heures. Donc on fait 16 tours du monde par jour. Pendant 1h30, il y a 45 minutes, on est du côté éclairé par le soleil, puis 45 minutes du côté où on est à l'ombre. Donc on voit le soleil se coucher ou se lever toutes les 45 minutes. Et ça, c'est absolument sensationnel. On appelle ça l'overview effect.
l'effet d'avoir cette vue globale sur la planète. C'est comme ça qu'on décrit. C'est un écrivain qui s'appelle Frank White qui a inventé cette expression et qui rassemble à la fois l'expérience sensorielle unique, les émotions que ça procure, et puis les réflexions sur la création, sur pourquoi on est là et comment elle existe. Parce que la Terre, on voit qu'elle est finie, elle est bien ronde, elle est unique, il n'y a rien qui lui ressemble, et elle est sur un fond noir du cosmos. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les étoiles à l'œil nu si on ne prend pas certaines précautions pour rendre l'œil plus sensible à l'obscurité. Et puis si on éteint toutes les lumières dans le cockpit, dans la phase de l'orbite de nuit, à l'opposé du Soleil, quand je dis toutes les lumières du cockpit, c'est les écrans d'ordinateur et c'est absolument tout. On attend que les bâtonnets s'activent, ce sont les cellules de la rétine dédiées à la vision nocturne, que la pupille s'ouvre, comme dans la vision nocturne, comme les yeux des chats, et au bout d'une dizaine de minutes, ce qui paraissait vide, noir absolu d'encre, devient tapissé d'étoiles, qui ne scintillent pas, parce qu'on ne les voit pas à travers l'atmosphère. Le scintillement, c'est quand on regarde les étoiles à travers l'atmosphère, et donc on perçoit leur couleur, et c'est magnifique. Ça, on pourrait l'appeler aussi overview effect, à sa façon, côté univers à l'opposé de la Terre. Alors, comment cela se passe à bord d'une navette spatiale ou de l'orbiteur, c'est ça? Oui, l'orbiteur. Et comment se passaient et s'organiser vos journées? Parce que c'est vrai que lors des micro-trottoirs, on avait beaucoup de questions, notamment sur la marge d'autonomie que vous aviez, comment ça s'organisait, donc tout ça, et puis aussi comment se passait votre quotidien, que ce soit comment est-ce qu'on mange, comment est-ce qu'on dort, comment est-ce qu'on se sent à bord d'une navette spatiale. Alors effectivement, c'est une question très légitime parce que à bord, il faut dormir, se laver et manger. Mais toutes les missions spatiales avec des astronautes professionnels sont des missions avec un objectif, une mission à remplir. Par exemple, réparer le télescope spatial Hubble. On part pour faire un job, pour pratiquer un job. Donc les journées sont planifiées sur 24 heures par jour. Donc on a un plan de vol. Le plan de vol décrit, chacun a une colonne, parfois c'est en ligne, et chaque astronaute, et chacun voit qu'est-ce qu'il est censé faire, à quel moment, à quel endroit, avec quelle checklist. Dans le cockpit de la navette spatiale, il y a environ 1000 interrupteurs. Donc vous rentrez là-dedans, vous dites, j'y arriverai jamais, c'est pas humain. Mais quand on veut, on peut. Et même maintenant, 20 ans après, vous me mettez dans le cockpit de la navette, je peux vous dire le nom de chaque interrupteur et vous dire à quoi il sert, tellement je m'en suis imbibé jusqu'à la moelle. Donc à bord, typiquement la journée, on se lève, on se réveille, et on a entre 1 heure et 1 heure et demie de ce qu'on appelle post-sleep, période après sommeil. C'est celle qui sert à faire sa toilette, ranger son sac de couchage, si on n'a pas de cabine individuelle, à prendre son petit déjeuner. J'ai déjà dit non. Non, c'était se laver, le petit déjeuner, voilà, à faire sa toilette. Et relire un peu le plan de la journée pour se remettre en tête ce qu'on va faire. Et après, c'est le boulot. Nous suivons le plan. Alors, comme la navette spatiale ne reste pas longtemps en orbite et qu'on veut maximiser la productivité, on bosse 14 à 16 heures par jour. Donc typiquement, sur 24 heures, il y a 8 heures programmées de sommeil dans le plan de vol. Mais la plupart du temps, en navette, on éteint les lumières. Donc quand on bouge un interrupteur, il y a une information par télémétrie, par radio qui est envoyée au sol. Et ils voient que les interrupteurs en manipulent. Ils disent, ah ben tiens, ils éteignent les lumières. Ah ben oui, c'est l'heure du coucher, c'est normal. Et en fait, on ne va pas se coucher. On va au hublot, on regarde la Terre, on joue, on écoute de la musique. C'est-à-dire que on prend sur le sommeil pour faire des trucs un peu sympas entre nous, quoi. Mais donc 8 heures de sommeil, je dirais 1 heure à 1 heure et demie de post-sleep. Après, on bosse. Et dans la journée de travail, il y a un créneau d'1 heure à 1 heure et demie réservé au sport. Et le soir, il y a la période pré-sleep. C'est environ 1 heure avant de se coucher pour manger le dîner, faire sa toilette, se laver les dents et puis préparer son couchage. Voilà. Donc c'est la vie à bord en termes d'hygiène, des toilettes, de manger, de se laver, je le comparais vraiment à du camping. C'est à la bonne franquette comme au camping, sauf qu'on n'a pas le droit de sortir de la tente parce qu'il ne fait pas beau dehors. Mais c'est très comparable au camping avec comme différence principale, c'est qu'il faut tout attacher. Sinon ça flotte et c'est le bazar très rapidement. Et le travail,
c'est du travail d'opérateurs qui respectent des procédures et qui sont surtout entraînés aux pannes. Parce que comme nos machines sont très complexes, ça ne se passe jamais comme prévu. Et 70% de notre temps d'entraînement à peu près au sol consiste à nous entraîner à des situations qui ne sont pas nominales, des situations anormales dues à des pannes. On subit dans le simulateur, donc c'est pas en vrai, hein, mais on a les mêmes informations, le même comportement du vaisseau, comme si on avait une fuite d'air, fuite de carburant, feu à bord, court-circuit, manche de pilotage qui ne répond plus. Il faut qu'on trouve la solution. Et on s'en sort toujours. Mais au début de l'entraînement, quand on est un peu rouillé, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entraîné, il arrive parfois qu'on meure, et 1 ou 2 fois, pas plus. Hein, mais on n'est pas fier quand on rentre chez soi le soir. Parce qu'on dit si c'était en vrai, en orbite, on ne s'en serait pas sorti. Alors, est-ce que vous pensez que ça a une influence sur votre manière de voir le monde et vivre les choses aujourd'hui ? Je pense que l'expérience du vol dans l'espace m'a enrichi d'abord de sensations, d'émotions que j'ai dans ma mémoire, physique, intellectuelle. Et ça, j'ai l'impression d'avoir ce luxe qu'à tout moment, je peux fermer les yeux et revivre des moments extraordinaires en me disant, je l'ai vraiment vécu, même si avec du recul, je me dis que c'est dingue et j'ai l'impression que c'est dans une autre vie. Mais ça a certainement influencé ma façon d'appréhender des situations nouvelles en ayant toujours à l'esprit la sécurité, l'optimisation, ne pas perdre de temps, ne pas perdre de ressources, et puis bien sûr la gestion de la planète en quelque sorte. Donc tous les astronautes se sentent un peu naturellement le devoir de s'engager dans des associations de protection de la nature, du vivant, de l'environnement. Donc on se sent le devoir de rendre ce qu'on a vécu. On s'estime chanceux, donc on se dit il faut aller l'expliquer aux jeunes. Donc j'ai dû visiter 1 millier de classes en 33 ans d'astronautes actifs. Ça a aussi développé des questionnements. Je me pose plus profondément aujourd'hui la question de la création, du hasard et du pourquoi on est là qu'avant. Parce que quand on regarde la Terre depuis l'espace, il y a un peu un complexe de supériorité spontanée parce qu'on domine visuellement. Il y a domination visuelle, donc il y a domination tout court. Puis en fait, quand on voit la ville où on habite et qu'on voit que c'est tout minuscule, on se dit mais on n'est rien par rapport aux ouragans, aux volcans, etc. Donc ne dites jamais que la Terre est fragile. C'est de l'égoïsme anthropocentrique de dire que la Terre est fragile. C'est nous qui sommes fragiles, c'est le vivant, les plantes, les animaux. Quand vous voyez les ouragans, les volcans, les impacts d'astéroïdes laissés il y a des millions d'années par des objets célestes qui ont frappé la Terre à grande vitesse, dont ceux qui ont détruit les dinosaures, vous voyez que la Terre, elle a sa propre vie climatique, tectonique, cosmique. C'est un objet qui circule dans le cosmos avec parfois des rencontres avec des grosses météorites. Donc on se dit, la Terre, elle nous survivra, elle n'est pas fragile. Maintenant, qui a créé la Terre ? Est-ce qu'un alien qui viendrait d'ailleurs, qui n'a jamais vu le système solaire, il arrive, il découvre la Terre, est-ce qu'il la trouverait belle au point d'être ému comme nous, d'avoir des larmes aux yeux, même si vous êtes le plus endurci des astronautes? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est programmé pour trouver notre propre planète belle? Mais ce n'est pas que ça nous change dans ce en quoi on croit ou pas, mais ça nous enrichit de questionnements et d'expériences vécues. Alors, reste-t-on un passionné toute sa vie? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors, j'ai la chance aujourd'hui de continuer à vivre l'apesanteur régulièrement. Parce que ces vols paraboliques ou 0G que j'ai créés il y a plus de 30 ans, pour la recherche scientifique en apesanteur, parce qu'il y a beaucoup de phénomènes scientifiques qui se suffisent de périodes d'apesanteur de 22 secondes à la fois. Et depuis 8 ans, j'ai pu obtenir l'autorisation d'ouvrir ces vols à des privés, des sociétés qui privatisent l'avion en apesanteur, ou à des particuliers qui achètent leurs billets individuellement. Et je les accompagne et je leur donne le briefing. Donc je vis l'apesanteur encore régulièrement. Alors récemment, avec la pandémie, c'était plus limité. Mais à côté de ça, je participe à beaucoup de projets tournés vers le futur. Donc je suis aussi inventeur. Voilà, j'ai inventé une montre, la montre idéale pour le vol spatial, qui est la montre aujourd'hui portée par les astronautes dans la station spatiale. Des projets d'innovation pour le futur, des projets d'essais de scaphandres, des conférences et toujours un œil sur le spatial pour répondre aux questions, notamment des médias, quand il y a un nouveau vaisseau, une nouvelle capsule, une nouvelle mission. On nous demande toujours, les astronautes, d'expliquer, parce que c'est vrai que l'astronautique, les vols spatiaux, pour une grande majorité de gens, c'est très compliqué à comprendre,
parce que c'est impalpable. Et une dernière question. Alors, selon vous, est-ce que l'homme serait amené à aller plus facilement dans l'espace ou là où vous nous parliez donc, de ces expériences ou sur d'autres planètes et quels sont les progrès, les découvertes à venir? Alors, dans cette décennie, on va connaître à nouveau des humains, hommes et femmes, sur la Lune, autour de la Lune et sur la Lune. Si on n'est pas trop idiot, parce qu'on sait ce qu'il faut faire un jour pour amener des humains vers Mars ou sur Mars, mais on n'est pas prêt aujourd'hui, mais on sait qu'on peut être prêt un jour si on fait ce qu'il faut, ça va prendre du temps. Dans les années 30, je pense qu'on connaîtra le premier voyage habité vers Mars. Probablement pas avec la descente à la surface, juste en orbite autour de Mars et retour. Rajouter la descente, c'est très compliqué. Donc peut-être dans la décennie suivante, dans les années 40. Donc je suis convaincu, on a le savoir-faire, on a la volonté, d'avoir un jour des hommes et des femmes qui explorent le système solaire plus loin que juste le système Terre-Lune, dans la moitié de ce ciel. Donc, cela dit, l'exposition à l'apesanteur dans la longue durée a tellement d'impact physiologique sur le corps humain que ces vols ne peuvent être réservés qu'à des personnes en excellente santé. À côté de ça, le vol spatial, ne serait-ce qu'orbital, si on veut aller plus loin, c'est des vitesses encore plus grandes que 28 000 km/h qu'il faut atteindre. Il faut atteindre des vitesses très élevées. Donc il faut beaucoup d'énergie. Et l'énergie, ça coûte cher. Donc les lois de la physique ne permettent pas d'envisager le coût d'un vol spatial identique à un coût d'un vol en avion de ligne. Avant très longtemps. Mais ceux qui partiront vers Mars, non seulement ils ne verront plus la Terre, c'est jamais arrivé à des humains, ils ne pourront plus converser par radio avec la Terre, ils seront trop loin, le temps de transmission radio sera trop long. Mais ils n'auront aucune possibilité de revenir en urgence sur Terre. Ils seront partis de toute façon pour des mois et des mois. Et ça, ce sera vraiment nouveau. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Et on se retrouve dans 2 semaines pour aborder ensemble le sujet de l'entrepreneuriat éthique et responsable.